Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus nombreux à cette petite session qui est une première pour nous, la DIM. Donc je me présente, je commence par la DIM, c'est une association de directeurs informatiques de Monaco uniquement, qui regroupe 74 entreprises purement monégasques aujourd'hui, de décideurs, que ce soit utilisateurs finaux, mais aussi d'ESN. La particularité, c'est à l'équivalent du Club informatique Provence, nos voisins, que vous pouvez peut-être connaître aussi, avec qui nous faisons des événements régulièrement. Il y a aussi un collège décideurs et un collège ESN. Donc cette année, les organisateurs nous ont proposé une petite session qu'on a voulu partager avec vous et avec mes intervenants qui vont se présenter après, sur un sujet qui a fait écho ce matin quand j'ai écouté Maria à la plénière, en fait, sur la massification de la menace. Alors, ça ne parlera pas de cyber, mais on parlera de quelques événements massifs quand même qui mettent nos systèmes d'information en danger. Et on va parler des ressources naturelles, tout simplement, des risques liés à la climatologie. Et pour ça, donc, j'ai le plaisir d'avoir Déborah qui va se présenter, et puis après Olivier. Donc Déborah, si tu peux en deux mots. Bonjour, Déborah Thébault. Donc moi, j'accompagne en fait secteur public, secteur privé dans leur transition environnementale et numérique, avec un volet de plus en plus sur tout ce qui est adaptation aux impacts du changement climatique, numérique responsable, adaptation aux impacts du changement climatique et redirection écologique de certaines activités. Bonjour à tous, Olivier Notz. Donc je suis ici, je représente la SMEG, qui est le fournisseur d'électricité en principauté. Et donc je représente plutôt la partie énergie, qui est excessivement importante pour les serveurs et tout ce qui est IT. Alors, je vous propose qu'on démarre par la présentation, mais qu'on puisse continuer également avec une session de questions-réponses sur les 30 minutes qui nous sont imparties. Il y a des particularités monégasques, on ne pourra pas forcément tout dire, mais ce qui peut être dit sera dit sans problème. Moi, j'avais juste une question juste pour introduire le sujet, mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 2 août 2023 ? Est-ce que ça vous parle ou pas ? Le 2 août 2023 ? Non ? C'est le jour du dépassement mondial, voilà, exactement. Je pense que vous suivez ça régulièrement et que ça diminue de plus en plus tous les ans. Et que je voulais commencer par cette petite anecdote. À prendre en compte dans nos systèmes d'information, parce qu'il y a d'autres conséquences derrière. Donc Déborah, peux-tu nous parler un petit peu quels sont les enjeux que tu vois à ton niveau qui sont induits par cette consommation excessive de ressources peut-être aujourd'hui ? Oui, pour faire le lien par rapport à ce que tu disais aussi sur la massification des menaces, peut-être commencer par ça. En fait, j'ai réalisé une étude avec pas mal d'acteurs de la principauté en posant une question justement sur les enjeux actuels et à venir du numérique, à venir dans les 15 ans à venir. Et en fait, il n'y a eu aucune mention justement d'enjeux de tout ce qui est adaptation aux impacts du changement climatique ou de tension sur les ressources. Donc par rapport justement à cette question de massification des menaces, ça veut dire qu'on a quand même des aléas qui sont de plus en plus nombreux, des ruptures d'approvisionnement de plus en plus nombreuses, et ça reste quand même un angle mort de la stratégie de beaucoup de DSI. Donc voilà, pour poser un peu le contexte, il y a plusieurs risques qui ont été identifiés. On ne va pas tous les passer aujourd'hui parce que justement il y en a beaucoup et en fonction d'où vous êtes situé, de votre activité, vous n'êtes pas aussi impacté par les mêmes risques. Mais on peut commencer justement par tout ce qui est augmentation des températures, notamment dans la région. Je dis notamment dans la région parce que la région méditerranéenne fait partie des 7 régions du monde les plus impactées par le réchauffement climatique. En termes notamment d'élévation des températures, on est à 0,4 degrés plus que la moyenne mondiale. Donc il y a des rapports du GIEC qui sont dédiés vraiment à la région. Et donc sur la moyenne, on est à peu près à 20% de plus en termes de température. On va avoir des maximales en été 50% plus importantes. D'où le lien qui dit température plus importante, dit aussi besoin de refroidissement plus important, donc aussi plus de climatisation et donc potentiel justement tension sur le réseau énergétique. Avant de justement dire ce qu'il en est sur Monaco, juste pour donner un exemple, en fait, illustrer concrètement, donc là c'était à Londres, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 ans, en fait, les 2 hôpitaux de Londres, les 2 principaux hôpitaux de Londres ont un blackout justement à cause de la chaleur, des vagues de chaleur. Donc il y a une rupture, continuité d'activité. Ils ont dû réorienter des patients, notamment des patients pour les chimios, etc., vers d'autres hôpitaux. Ils ont mis 1 semaine et demie à pouvoir retrouver leur activité normale.
Voilà pour le petit exemple concret. Et on se dit Londres, voilà, ça reste quand même assez frais. Donc d'où l'intérêt aussi de regarder tout ça. Alors, est-ce qu'on a un risque de blackout, nous, sur la Côte d'Azur? Parce qu'on a pu subir ça par le passé, de façon assez notée sur Monaco également. Olivier? Alors, les risques de blackout sont inhérents à l'électricité, peu importe là où on se trouve dans le monde. Alors, il y a des zones qui sont plus à risque que d'autres. Ici, on a moins à risque forcément. Cependant, aucune zone peut avoir zéro risque. Donc, tout fournisseur de réseau vous le dira, fournisseur et gestionnaire de réseau vous dira que l'électricité n'est pas garantie 100% du temps. Donc, c'est très important pour les entreprises d'avoir des secours. Généralement, c'est assez bien fait. Ici, à Monaco, il y a plus de 400 secours qui sont recensés. Donc, des hôpitaux, mais aussi des entreprises ou même des hôtels particuliers ou des hôtels publics. Voilà, il y a beaucoup de secours et ces secours ils doivent être maintenus et ça a un coût important qui doit être intégré dans la gestion des serveurs. À Monaco, on a un dimensionnement du réseau qui est assez bon pour les serveurs et on est entièrement en enterré. Donc nos risques ne sont pas les mêmes que partout, même en France, que nos voisins en France. Mais on est très dépendant du réseau français parce que tous les réseaux sont interconnectés et ici on est interconnecté via la France. Et donc on est dépendant des risques RTE français comme nos voisins niçois par exemple. En tant que DSI, est-ce que j'ai un risque qui pourrait m'amener à arrêter mon système sans être prévenu? Quels sont les mécanismes et les canaux d'alerte que la SMEC peut mettre à disposition? Alors, en cas d'avarie grave et imprévisible, non, il n'y a pas d'alerte possible malheureusement. Par contre, quand il y a une tension du réseau qui peut être anticipée, comme c'est le cas l'hiver en France, et à Monaco, bizarrement l'été, depuis 2016, notre pic de consommation est passé de l'hiver à l'été, et c'est lié à la climatisation et au fait qu'on chauffe moins, parce qu'il fait plus chaud, mais aussi parce que nos bâtiments sont meilleurs. Par contre, on refroidit toujours plus, parce que autant nous les humains que les serveurs, on a besoin d'être refroidis. Et en cas d'hiver et en cas de tension sur le réseau français, on suit la France et RTE sur les alertes qui sont dites météo de l'énergie et qui peuvent amener à des délestages. Et donc il y a des plans de continuité qui sont discutés avec le gouvernement et qui permettent de minimiser ces impacts pour éviter à tout prix le blackout. Et donc avec des délestages possibles qui sont aujourd'hui que sur le papier, qui n'ont jamais été mis en place, mais on espère qu'on n'aura pas besoin. Merci. Ensuite, Déborah. J'avais une question en tant que DSI, quand on a un data center, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme préconisation pour optimiser justement l'empreinte énergétique? Est-ce que le concept d'aller chaud, d'aller froid a fait ses preuves quand on est sur quelques installations assez anciennes où ce n'était pas le cas forcément? Est-ce que ça vaut la peine? Quel est le retour sur investissement? Enfin, quels sont les éléments que tu peux nous apporter, entre autres? Alors côté études vraiment précises, ça dépend du cas, du point de départ de chacun, de la région, etc. Mais il y a il y a quelques études qui ont montré que justement tout ce qui était confinement et aller chaude, aller froide, c'était bien mieux que justement ce qu'ils appellent le soufflage en vrac. En gros, en rien du tout. Certaines études ont même montré qu'on pouvait augmenter la température de consigne de 5 degrés à partir du moment où c'était bien régulé. Et ça peut être cumulé aussi avec les bonnes pratiques, les normes fournies par l'HRE, qui ont augmenté les températures de consigne. Ces derniers temps, les dernières, elles sont passées sur des températures justement en entrée de serveur de 18 à 27 degrés, ce qui reste quand même assez élevé, avec une hygrométrie comprise entre 8 et 60 degrés. Donc c'est vraiment en entrée de serveur. A priori, si on regarde les fiches fournisseurs, il y a des serveurs, Dell, etc., qui montrent qu'on peut aller même au-delà de cette température-là. Mais comme dans les serveurs, il y a des endroits où il y a un peu de la surchauffe, la préconisation, c'est quand même 27 degrés en entrée de serveur, même si à l'intérieur, ça peut monter jusqu'à 32 degrés. Il y en a qui font des tests aussi beaucoup plus élevés et ça tient plutôt pas mal. Donc là-dessus, c'est vrai que souvent, il y a une réticence, mais il y a de plus en plus de gens qui essayent, qui ont justement de bons résultats. Il y a tout ça, il y a aussi tout ce qui est refroidissement liquide qui se développe pas mal. Il y en a à Marseille, il y en a même ici aussi, que ce soit le refroidissement classique, refroidissement liquide classique, ou sinon il y a aussi le refroidissement liquide avec les serveurs immergés dans des bains d'huile diélectrique, donc la même huile qu'il y a dans les serveurs. Bon, ça, en termes de coût, je pense qu'il y a beaucoup de data centers qui n'iront pas vraiment vers ça, parce que ça veut dire de la maintenance un peu particulière, ça veut dire prendre des gants, etc., pour sortir les serveurs de l'huile. Par contre, c'était Steamergy à l'époque qui les avait développés, qui avait préchauffé
chauffer la piscine, l'eau de la piscine de la butte aux cailles, ou qui installait ça aussi dans les chaufferies des bâtiments, parce que l'autre avantage aussi, c'était de gagner en termes de densité. Pareil pour tout ce qui est les chaudes, les froides, on gagne quand même en termes de densité par rapport à tout ce qui est soufflage en vrac, comme on dit, ce qui a un avantage déjà à Monaco au vu du coût, et qui a un avantage aussi sur le développement de nouveaux modèles. Typiquement, voilà, Steamergy, des fois, ils vendaient de la puissance de calcul à tout ce qui était industrie 3D. De l'autre côté, ils vendaient du préchauffage à tout ce qui était CTU, etc., qui avait besoin d'eau chaude, ou alors à des collectivités comme la mairie de Paris, ils avaient leur serveur, leur DSI qui préchauffait les piscines. Sachant que avec l'augmentation du coût de l'énergie, ce genre de petites pratiques, elles commencent à beaucoup se développer. Sachant qu'en plus de ça, il y a aussi d'autres possibilités, notamment justement les boucles. Voilà, exactement, parce que l'électricité coûte cher. Et donc un autre moyen de refroidir ces serveurs, c'est d'utiliser des boucles d'eau chaude, en l'occurrence des boucles d'eau tempérées ou glacées. Donc à Monaco, on a maintenant 3 boucles et une 4e qui va être mise en place pour les boucles d'eau tempérée ou d'eau glacée qui permettent de fournir du chaud-froid à distance de façon économique et de façon assez régulière. Donc aujourd'hui, on va chercher de l'eau jusqu'à 1000 mètres devant le Larvoto, 400 mètres de profondeur, elle est à 14 degrés. Et cette eau-là, on va récupérer ce froid pour le faire circuler sous voirie dans des énormes tuyaux et les amener le chaud, le froid ou le tempéré jusqu'aux immeubles et avec une très très bonne inertie thermique et assez peu d'électricité au final. Et c'est une bonne solution pour refroidir les serveurs, en tout cas en primaire, et ça n'empêche pas d'avoir un secondaire plus classique de style pompe à chaleur, RR ou OR, peu importe. On peut citer la quantité de serveurs aujourd'hui sur Monaco qui seraient refroidis par une boucle ? Alors nous, on en a référencé au moins 2 gros. Il y en a un 3e qui est en construction. Et on espère qu'il y aura plus de serveurs vu que c'est des... Ça représente combien de racks une idée du nombre de racks ? En rack, non, je ne les connais pas. Non. Et c'est assez complémentaire en fait parce que ces boucles, l'objectif c'est de les garder tempérées. Et donc du coup, en été, elles vont moins chauffer et en hiver, c'est assez complémentaire avec l'usage qui est fait de ces boucles pour refroidir les bureaux, autant les entreprises, les particuliers, et donc ces serveurs. Voilà. Nombre de racks au global, il y a plusieurs dizaines. Il y en a un, il en a une 40-50, et l'autre un peu moins, mais quand même bonne volumétrie, oui. Donc une nouvelle exploitation de la boucle dont on se réjouira tous. Ça, c'est une bonne nouvelle et des chantiers encore en cours. La particularité de Monaco le permet évidemment, ce n'est pas forcément le cas partout. D'autres risques, Déborah, peut-être que tu voulais aborder ? Oui, d'autres risques à surveiller. Alors, comme je disais, on ne va pas passer sur tout cela. Il y a des risques aussi indirects qu'on ne voit pas directement parce que tout ce qui est chaleur, etc., les précipitations, on le voit, même si le risque pour les précipitations est moins marqué. Un risque indirect, c'est lié justement aussi à la sécheresse. La sécheresse, en fait, il y a un impact sur l'approvisionnement de votre matériel pour 2 raisons. La première, c'est notamment la principale usine de semi-conducteurs de Taïwan. Je ne sais pas si vous aviez vu, c'était en 2021, qui a dû approvisionner son usine avec des camions-citernes parce que justement, il n'y avait plus assez d'eau. Il faut énormément d'eau pour fabriquer justement des semi-conducteurs. Donc, ils ont commencé justement à s'approvisionner avec des camions-citernes. Alors là, au niveau environnemental, c'est vraiment un carnage parce que camions-citernes qui émettent des gaz à effet de serre, qui eux-mêmes justement sont responsables de cette problématique du cycle de l'eau qui est complètement perturbé. Donc voilà, c'est de la rustine qui ne va pas tenir dans le temps. Ça s'est reproduit en 2023, donc ça veut dire que c'est pas juste une année particulière, ça arrivera de plus en plus souvent. L'autre impact aussi, donc ça c'est sur la partie vraiment production, sur le transport, toute la partie logistique, vous avez dû voir aussi que comme le canal de Panama, justement le niveau a baissé, il y a eu une restriction du nombre de bateaux et de la taille des bateaux qui passaient. Ça a eu un impact aussi sur toute la partie approvisionnement au niveau des bateaux cargo. Donc ça veut dire aussi des délais qui peuvent s'allonger pour votre matériel. Du coup, une préconisation qui peut être faite dans ce genre de cas, parce que vous en avez aucun d'entre nous n'a la main directement dessus. Autant sur votre partie data center, etc., vous avez les moyens de le faire. Là, ce serait vraiment d'avoir un inventaire vraiment précis de vos équipements et des dates de renouvellement pour anticiper le plus possible, prévoir à minima 6 mois pour vous approvisionner, voire 1 an en fonction des contextes. Moi, j'ai déjà eu le cas où justement, il fallait 8 mois pour pouvoir avoir de nouveaux PC, des dockings, des choses comme ça. 8 mois.
On avait anticipé, heureusement, mais il a fallu quand même un peu rationner, etc., et faire un peu attention à ce qu'on disait. Et l'autre avantage aussi de cette démarche-là, qui vous prend un peu, qui n'a pas de coût en fait chez vous, mais qui prend quand même un peu de temps, c'est que si vous êtes aussi engagé dans une démarche vers un numérique responsable, ce sont des choses qui vous serviront aussi pour adapter vos marchés, pour mettre en place des analyses du cycle de vie. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui seront évoquées à certaines tables rondes justement de demain. Donc vous pouvez aussi mutualiser ce genre d'action. C'est pas uniquement pour la partie résilience. L'autre mention, effectivement, tu l'as parlé, tu l'as évoqué, c'est tout ce qui est tension sur les ressources. On entend souvent parler de tension sur les ressources. C'est dû au fait qu'il y a ce qu'on appelle les métaux critiques qui existent. En fait, c'est pas une notion de rareté vraiment dans la croûte terrestre. Il y a deux choses. C'est la capacité à aller les récupérer. Donc ça, pour l'instant, on arrive à le faire. Et bonne nouvelle, au final, il n'y a pas de pénurie immédiate de prévu parce que c'est un peu comme si je faisais une analogie, c'est avec la chasse aux œufs de Pâques. Les plus gros œufs, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour aller les chercher. Les plus petits œufs, il faut un peu plus de temps, un peu plus d'énergie pour aller les chercher. Pour les minerais, c'est pareil. Et c'est juste qu'en fait, du coup, c'est plus coûteux. Donc au début, on trouve des filons qui sont quand même assez denses. Et plus ça va, plus il faut de l'énergie pour aller vers des filons qui sont moins denses. Mais comme les prix des métaux augmentent, vous avez dû le voir justement, bonne nouvelle, ça permet de financer justement cette recherche-là. Donc cette pénurie-là, c'est pas sur la partie vraiment ressources, parce qu'on transforme en fait ce qu'on appelle des réserves qui sont soit inexploitables, soit qui ne sont pas rentables marginalement. Ces ressources-là deviennent justement rentables puisque les coûts augmentent, les coûts de vente augmentent, donc on a plus de moyens pour aller chercher ces métaux. Et donc ça permet justement d'avoir cet approvisionnement. Donc c'est pas sur ce plan-là qu'il y aurait un souci, il y a deux choses. Il y a le côté géopolitique, puisque une grosse partie de la chaîne d'approvisionnement est en Chine, justement, y compris la partie production. Donc c'est pour ça qu'ils veulent réouvrir des mines en Union européenne, etc. Mais ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Il paraît qu'il faut entre 5 et 10 ans pour qu'une mine soit opérationnelle. Et l'autre point, c'est aussi au niveau énergétique. C'est plutôt là que ça va poser souci parce que plus ça va, plus c'est compliqué d'avoir de l'énergie. Avant, avec un baril de pétrole, on arrivait à en avoir 100. Là, on est à peu près, pour un baril de pétrole, on arrive à en produire à peu près une dizaine. Et il faut du pétrole parce qu'on ne va pas aller chercher à l'électricité, ces métaux-là. Il faut du pétrole pour aller chercher ces métaux. Et c'est de plus en plus difficile de produire de l'énergie qui elle-même est utilisée pour produire ces métaux. Donc c'est plutôt ça, en fait, qui risque aussi à terme de poser souci. Et c'est pour faire le lien aussi avec la journée du dépassement. Ça vaut le coup justement de rationner, parce que la seule chose à faire, c'est que tout le monde justement ait une possibilité de rationner le plus possible. Le dernier... Je voulais qu'on parle de quelque chose auquel on ne peut pas forcément s'attendre quand on est dans l'IT. Et il se trouve que ce week-end, j'ai vu un reportage télévisé sur une espèce invasive. Alors c'était en Sicile, où c'est un gros fléau qui apparemment attaque énormément tout ce qui est composants, etc. Tu peux en parler un peu de cette espèce ? Quelle espèce dont on parle ? La fourmi de feu, en fait, c'est un insecte qui aime bien se loger dans tout ce qui est infrastructure IT, notamment donc, les États-Unis ont été très touchés. En Nouvelle-Zélande, elle a été ajoutée à la liste des espèces invasives par la Commission européenne donc en 2022, donc ça veut dire que ça se rapproche. Et en 2023, il y a effectivement une étude scientifique qui l'a localisée en Sicile, donc ça veut dire à côté. Et ça arrive très vite. Et je crois que justement, Olivier, on avait aussi entendu parler. Ouais, c'est ça. C'est pas juste désagréable pour les gens qui se font mordre, parce qu'à la base c'est feu parce qu'elle fait extrêmement mal, mais c'est une espèce qui bizarrement aime bien l'électricité et aime bien les vibrations que fait l'électricité, et qui va se loger dans les zones haute tension et qui peut du coup faire des très très gros dégâts parce qu'elle peut créer des courts-circuits, donc pas directement dans vos serveurs mais potentiellement sur vos réseaux, mais aussi potentiellement, généralement les serveurs sont plutôt propres et plutôt visités, mais sur les infrastructures d'électricité et qui peuvent amener des pannes. Aux États-Unis, ça commence à être chiffré de façon très très grosse parce que c'est des infrastructures qui coûtent très cher quand ça tombe en panne, avec des grosses pannes et ça pose des gros problèmes et c'est des choses qu'on voit pas forcément arriver et d'un coup elles sont là et on sait plus s'en débarrasser et donc ça peut être un problème. Ouais. Un vrai fléau, effectivement. Un autre point abordé, ou alors je vous laisse proposer un sujet peut-être présenté ici que vous voudriez voir abordé, ou si vous avez déjà des questions, parce qu'on peut, avec notre expert Déborah, pouvoir vous répondre.
Alors ça, c'est une étude qui a été menée pour, alors c'est pas en nombre d'années, c'est sur la principauté de Monaco, pour un acteur de Monaco, avec, il y avait 24 personnes qui ont été interrogées, parce qu'il y avait aussi des personnes qui ont été interrogées, à la fois des équipes informatiques, mais aussi des gens dans tout ce qui était veille environnementale, des scientifiques, etc. En termes d'entités représentées, on est à peu près une quinzaine de services, entités différentes. Et donc derrière ça, c'est plutôt aussi tout ce qui est veille bibliographique, avec notamment les rapports du GIEC, les études scientifiques sur toute la Sicile, etc. Mais c'est toutes les évolutions qu'il y a depuis les années 70 en termes de changement climatique, et sur ces dernières années pour tout ce qui est arrivé d'espèces invasives et puis la montée des aléas. Éruption solaire, là, je l'ai mise là. Nous, c'est vrai qu'on l'avait exclu de l'étude parce que l'étude était vraiment focalisée sur tout ce qui était impact du changement climatique. Après, il y a d'autres risques naturels qui existent. Éruption solaire, effectivement, c'est compliqué de s'en prémunir, à moins d'avoir des cages. Aujourd'hui, ça serait très compliqué. Alors, je ne suis pas un expert sur le sujet, mais oui, ça serait très compliqué, à moins d'avoir des systèmes extrêmement résilients ou qui puissent fonctionner sans IT, sans électricité. Donc, c'est extrêmement compliqué. C'est plus d'avoir en tête que tous les systèmes doivent être pensés et de plus en plus pour être. Il faut qu'on pense nos systèmes pour qu'ils soient blindés contre les interférences ou dans des zones qui peuvent être plus protégées. Voilà. Mais ça reste des systèmes. Typiquement, si on parle d'un hôpital, il faut qu'il puisse aujourd'hui fonctionner sans IT. On le voit encore. Là, il y en a encore eu un cette semaine de piraté à Cannes, voilà, et qui n'a pas pu fonctionner. Et donc, du coup, il faut réfléchir que les métiers critiques doivent pouvoir fonctionner sans IT, peu importe finalement pourquoi c'est en panne. Je pense que... Oui, il y a beaucoup de choses ici qui rejoignent en fait tout ce qui est maîtrise des risques classiques. Nous, on l'avait vu justement dans cette étude-là. Il y a beaucoup de bonnes pratiques qui rejoignent tout ce qui est, si il y a un tsunami, s'il y a ce genre de choses qui arrivent à Monaco, les bonnes pratiques sont les mêmes que s'il y a une coupure d'électricité pour quelque raison que ce soit. Et enfouir en sous-sol n'aidera pas pour autant. Les éruptions solaires, on sait que les particules sont capables de pénétrer de façon très profonde. Et après, on arrive au risque tel que l'aéroport de Nice a pu connaître d'être sous l'eau parce que les data centers étaient malheureusement trop bas et qu'il y a eu un débordement du Var. Donc, du coup, arrêt des opérations de l'aéroport de Nice pendant une bonne semaine. Parce qu'il a fallu tout restaurer, remonter en urgence dans les étages supérieurs. Et bon, aujourd'hui, ils ont tout reconstruit proprement à l'extérieur. Donc ne pas sous-estimer le risque, et vous le voyez dans l'actualité de plus en plus, le risque inondation. Oui. Alors, la boucle est là. Ouais, pour refroidir les serveurs, donc ça marche très bien. Donc à 400 mètres de profondeur, on a une eau à 14 degrés toute l'année. Donc ça marche très bien. Après, pour retirer de l'énergie, c'est un peu compliqué. Il y a peu de marée, il n'y a pas de vent. L'éolien maritime, il est à 30% de ce qui pourrait être sur une côte atlantique. Donc c'est le même investissement que vous faites, sauf que les fonds sont plus profonds, donc ça coûte plus cher. Et vous ne rentabilisez pas votre matériel très facilement. Donc c'est pas une zone venteuse. Alors il y a des pilotes en Méditerranée sur l'osmose par exemple pour fabriquer avec de l'eau douce et de l'eau salée de l'électricité, mais c'est des pilotes. Les data shooters sous l'eau, c'est des problèmes de maintenance plutôt dont on a parlé. Ouais. Ils en sont revenus parce qu'il y a plusieurs soucis. Déjà, en termes de maintenance, c'est quand même compliqué. Du coup, il faut quand même aller sous l'eau, etc. Il y a tout ce qui est corrosion aussi avec le sel. Et c'est de la chaleur perdue. C'est vrai que là, on est plutôt sur la récupération de chaleur. Là, c'est dissipé dans la mer. Alors, perdu même pas parce que ça impacte en plus. Déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais les températures des océans explosent alors que c'est notre principal puits de carbone. Donc, si on n'en rajoute pas, c'est pas mal. Et en plus, tant qu'à faire, autant récupérer cette chaleur. D'où l'intérêt aussi des dispositifs comme Steamergy faisait à l'époque où ça servait à préchauffer de l'eau. Ça permet aussi soit préchauffer de l'eau, soit derrière il y a les gros Dalca, etc. fait ça. Les gros data centers qui sont branchés à des réseaux de chaleur. Ça permet au moins de récupérer la chaleur. Et en termes de coût, c'est plus avantageux.
Alors, le solaire, effectivement, on en fait à Monaco. Alors, vu qu'on n'a que 2 km² pour 40 000 habitants, il n'y a pas beaucoup de toits disponibles. Mais de plus en plus de toits sont équipés. Tous les mois, il y a des immeubles qui s'équipent un peu plus. Donc, on fait ce qu'on peut. Maintenant, c'est limité. Par contre, Monaco, donc avec la SMEG et le gouvernement, via une société qui s'appelle MER, a pour objectif de couvrir sa consommation. Donc la consommation de la principauté en photovoltaïque et éolien, en renouvelable, mais pour l'instant c'est photovoltaïque et éolien, il pourrait y avoir de l'hydraulique à un moment donné, de couvrir au mieux cette consommation en Europe et particulièrement en France. Donc c'est un objectif, aujourd'hui ils sont à 55%, donc c'est quelque chose, mais voilà, il y a encore une feuille de route pour aller à 100%. Donc dans un premier temps 100% à l'année, et puis ensuite dans un second temps ça sera d'aller 100% tout le temps, même la nuit par exemple, ce qui n'est pas facile quand on investit beaucoup dans le solaire. Mais c'est un objectif qui est important et qui est mis en place. Alors, le réseau italien n'est pas très consolidé sur ce côté de l'Italie. Et donc, du coup, il n'y a pas de lien. Il y a des lignes, mais pas suffisantes pour secourir. Les lignes, elles sont plus hautes. Elles sont du côté de Turin et elles passent sous les Alpes. Là, il y a des lignes d'échange. Et sinon, la Suisse échange beaucoup. En fait, la Suisse échange la plupart de nos puissances avec nos voisins. Et ici, PACA est en bout de ligne côté France et Monaco avec. Ouais. C'est le problème des territoires. On a la chance d'avoir beaucoup de parcs régionaux aussi et de parcs naturels qui empêchent la construction de ces lignes. Donc c'est bien et c'est pas bien. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents, mais au final, on est en bout de ligne. Et donc c'est des incidents qui peuvent se produire. C'est effectivement quand on est en bout de ligne, et ben, voilà, s'il y a un incident, on est dedans. On parle d'une ligne enterrée, je crois, non? Pour pallier au risque. Ouais, alors on essaie d'enterrer. Maintenant, c'est RTE, ils enterrent pas beaucoup leurs lignes parce que c'est des lignes à très haute tension. Donc, c'est plutôt les lignes qu'on voit traverser la nature. Et donc, ils traversent ces parcs naturels. Donc, il y en a une, deux, et c'est rare d'en avoir plus que deux. Et donc, du coup, toutes les lignes sont doublées, mais elles sont que doublées. Ouais, effectivement. Quand c'est sous terre ou sous mer? Sous mer. Ouais. Alors, pour la boucle thalassothermique, vous voulez dire? En fait, dans le cas de la boucle thalassothermique, l'eau est prélevée en mer et ensuite elle est échangée contre de l'eau douce. Il y a des échangeurs. Donc en fait, l'eau de mer circule pas très loin. Elle va jusqu'à la première station de pompage, qui est généralement au bord de mer. Et là, il y a un échangeur contre de l'eau douce. Et donc on vient retirer ce froid de l'eau de mer pour la mettre dans le circuit d'eau douce. Et après, c'est de l'eau douce qui passe. Et une fois devant le bâtiment, enfin au niveau du bâtiment, il y a de nouveau un autre échangeur. Et donc, c'est que des circuits fermés qui ne peuvent pas se contaminer. Donc, effectivement, l'eau salée est beaucoup trop corrosive pour être transportée. Ça peut se faire, mais c'est vraiment pas idéal au niveau maintenance. Donc, généralement, on échange au plus vite l'eau de mer et on la réinjecte en mer tout de suite après ces échangeurs. Ouais. Oui. Alors, on n'a qu'une demi-heure, mais il faut savoir qu'au niveau de la DIM, on a une société qui travaille sur ce sujet-là. C'est comment justement mieux développer de façon plus green et éviter d'utiliser des protocoles très gourmands, etc. Donc oui, c'est des sujets, mais là, il a fallu qu'on fasse un focus plus sur le risque. Mais on a d'autres événements à DIM dans l'année, si ça vous intéresse, qui seront justement sur ces aspects-là. Et demain, à 14h, on a la table ronde aussi sur le Green IT, où justement comment faire pour réduire l'impact. Parce qu'il y a la partie consommation de données, il y a la partie fabrication. Donc on va mettre en place, moi j'y serai, il y aura aussi quelqu'un de Vinci, de la RATP et de Écologique. On sera 4 si vous pouvez passer. Mais oui, c'est le but, parce que ça tiendra pas longtemps. Donc effectivement, il faut aller sur les deux côtés en fait. C'est ça, il faut aller sur les deux volets. On n'aura pas le choix. C'est un combat permanent.
Mais après, il y a beaucoup de choses qui se développent parce qu'effectivement, plus ça va être compliqué. Sur ChatGPT, c'est pas encore sur ChatGPT, mais IBM travaille sur une nouvelle forme de numérique qui sera beaucoup moins gourmand en énergie. Mais là, on est sur du 5 ou 10 ans. Donc, effectivement, avant 5 ou 10 ans, il faut avancer. Mais il y a beaucoup de choses à faire, au final. Il y a beaucoup de choses. Vraiment, venez demain. Ah, mais On échange après, mais il y a beaucoup de... il y a des fabricants de composants type Grok qui sont là pour pouvoir justement faire en sorte que la consommation de l'IA sera moins gourmande en énergie parce qu'ils vont spécialiser des puces. Donc, ça va évoluer. Merci beaucoup. Nous avons atteint la demi-heure qui nous a été octroyée, largement même. Donc, merci. Bonne soirée.